Bonjour, nous allons voir quelques compléments sur les primitives. Alors déjà, au niveau de la notation des nombres et des affectations, pour un float, nous avons vu que on met le nombre flottant suivi d'un f. Voilà. Pour un long, on va mettre le nombre suivi d'un L. Par défaut, la base utilisée est la base 10, c'est-à-dire que quand je fais int i égale, derrière, j'affecte une valeur à la variable i qui est un entier, je peux utiliser des chiffres de 0 à 9. Voilà. Alors là, ça n'a pas marché parce que c'est beaucoup trop grand, mais voilà, je peux, donc je vais lui mettre par exemple 11, voilà. Mais je peux aussi me l'exprimer en binaire. J égale, cette fois-ci on met 0B 11. On va voir ce que ça donne. Normalement c'est 3. Int K égale, on peut l'exprimer en octal. Voilà. Donc en octal, c'est une base, on utilise des chiffres de 0 à 7. Et en hexadécimal, égale, cette fois-ci on met 0x, et ça va de 0 à 9 et de A à F. Donc on va faire 0x11. Voilà. Alors là j'ai une erreur parce que L a été déclaré au-dessus, donc je vais supprimer ces deux lignes-là. Alors eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire system.out.println. Donc on va faire 11 égale, on va faire plus i plus, alors on met ensuite le binaire. Pardon, ici, voilà, plus 0B11 égale plus J, plus 0,11 en octal égale plus K, plus 0x11 plus L. Voilà. On va voir ce que ça donne. Je vais mettre le reste ici en commentaire. Slash étoile, fin, étoile slash. Voilà. Et je lance file save et on regarde ce que ça donne tout de suite. Primitive data, ça doit être ça. Donc 11 c'est 11. B11 c'est 1, 1, c'est 3. 11 en octal c'est 9. Donc 7 plus de 0 à 7, donc 7 plus 2. Et 11 en hexadécimal, bah, c'est 17. Alors une dernière chose sur l'écriture des nombres. Quand j'écris des nombres très grands, par exemple long L1 égale, voilà, tac, c'est pas forcément très lisible. Et donc on a la possibilité de mettre des underscores pour rendre le nombre plus lisible. Voilà, je peux faire ça par exemple. Voilà, ici. Alors on les met où on veut, hein. Moi je les mets là. Par contre, ça ne doit pas commencer par un underscore et ça ne doit pas finir par un underscore. Si ici je finis par un underscore, j'ai une erreur. Et si ici je commence par un underscore, j'ai aussi une erreur. Ok. Et là j'ai une erreur parce que j'ai pas mis de L. Voilà. Alors, nous avons donc vu un premier type de variable, les primitives, int, long, float, etc. Les primitives conservent leur valeur dans la mémoire là où la variable est allouée. Le deuxième type de variable que nous allons voir sont les références à un objet. Contrairement aux primitives, les références ne contiennent pas la valeur de l'objet en question.
mais juste l'adresse de la location de cet objet. C'est comme les pointeurs en C, en C++. Ici, la variable date va contenir la référence à l'objet date en mémoire. Physiquement, l'objet date, il est ici. Alors, bien évidemment, tout au long de ce cours, c'est principalement ces objets et ces références que nous allons étudier et que nous allons manipuler. Alors, le mieux, c'est essayer de faire un exemple. Ça vaut mieux que tous les discours. Donc, on va créer un package qu'on va appeler referensive. Dans ce package, je vais créer une nouvelle classe que je vais appeler référence aussi, et je vais mettre un main. Finish, ma classe tout de suite, j'y vais, source, generate element command, et je mets add version 1.0, et je mets ici démonstration différence entre primitive, type primitive et référence. Alors, notre classe, on va la transformer en un bin. On va créer une primitive de type int, compteur égale 0, je l'initialise à 0. Et je vais mettre deux méthodes, un getter et un setter, donc ça devient un bin en fait. Generate getters and setter, compteur, voilà, j'ai récupéré ma classe. Alors ensuite dans le main, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien dans le main, on va créer une variable de type primitive aussi, on va l'appeler i, égale, on va l'initialiser à 10. Et on va créer une variable de type j qui est égale à i. De la même manière, je vais créer un objet de type references, que je vais appeler référence 1, égale new references. Je vais l'initialiser, je mets référence 1 point set compteur et je vais lui passer un entier, donc je vais mettre 20 par exemple. Je vais créer un deuxième objet, une deuxième référence 2, mais qui cette fois-ci va prendre la valeur de référence 1. Voilà, donc on a une primitive, on a deux types primitives qui ont été initialisés l'un avec l'autre, le second avec le premier, et on a deux objets qui ont été initialisés l'un avec l'autre. Maintenant, je vais mettre i égale, j'ai mis 10, donc je vais mettre 15, point virgule, et je vais mettre, on a vu que ici le compteur était à 0, donc déjà je vais écrire ici, voir qu'on a bien tout ce qu'on voulait, donc je fais system.out.println, je mets ici avant modif, i égale, donc plus i, plus j égale, donc plus j, plus, et on met référence 1 égale plus, plus point get compteur plus référence 2 égale et plus
référence 2.getCounter. Donc on va déjà faire tourner ça. J'ai oublié un T. Voilà. Tac tac. Et je mets un point. Pourquoi j'ai ça? Bon voilà, et je mets un point. Pardon, ça va pas. Boum. Voilà. Voilà. Alors je fais tourner. Renaise Java Application. Donc j'ai avant modif. I égale 10. On y va, on regarde notre source. I égale 10, J égale 10, puisque I égale J. J égale I, pardon. Référence 1 égale 20. Et référence 2 égale 20. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, je mets ici égale 15. Et je vais mettre ici... Pardon. Et je vais mettre ici référence 1.set compteur de, je vais mettre 30. Et on va regarder ce qui se passe. Voilà. Donc je reprends cette ligne. Je sauvegarde. Alors je peux faire CTRL-S, hein, à chaque fois je fais ça, mais bon, voilà. Référence, et voilà. Qu'est-ce qu'on constate? On avait au départ I égale 10, J égale 10, puisque J égale I, référence 1 égale 20, référence 2 égale 20, puisque référence 1 égale référence 2 égale référence 1. On a modifié I. Qu'est-ce qu'on a? I égale 15, J égale 10. Pourquoi? Ce sont des types primitives. Donc on a accès directement à la valeur en mémoire. Là. Donc on a modifié I, ici, mais on n'a pas modifié J. Donc on a I égale 15, J égale 10. On a bien directement accès à la valeur en mémoire de l'objet. Par contre, les références, qu'est-ce qu'on voit? Ici, je n'ai modifié que le compteur dans référence 1. Et pourtant, je vois que référence 1 et référence 2 ont tous les deux été modifiés. Pourquoi? Parce que ici, ce sont des références, c'est-à-dire des adresses. Et tous deux pointent sur la même adresse. Il n'y a qu'un objet de type référence, il n'y a qu'une instance d'objet référence en mémoire qui a à ce moment-là le compteur à la valeur de 30 et référence 1 et référence 2 pointent sur cet objet. Alors nous allons maintenant parler des noms de variables. Ici vous voyez que un nom de variable quand il commence par une lettre commence toujours par une minuscule, ça on l'avait déjà vu, comme celui d'une classe commence toujours par une majuscule. Ça peut aussi commencer par un dollar, alors string dollar ma variable par exemple. On peut aussi commencer par un underscore ou mettre un underscore dans le nom. Underscore ma variable. Alors les conventions disent qu'on doit respecter le camel case. Camel case c'est donc on commence par une minuscule ou par dollar ou par underscore. Et ensuite à chaque nouveau mot, la première lettre de chaque nouveau mot est une majuscule. Alors moi j'utilise des noms explicites. Ici par exemple j'utilise compteur, ça sert à compter. C'est mieux que de mettre INC. Si on avait généré les setters et getters, ça ferait getC, setC. Ce serait pas très explicite. Tandis que là, getCounter, setCounter, on comprend ce que ça fait, on comprend à quoi ça sert, et on comprend même à quoi sert ce paramètre dans setCounter. Alors évidemment, on peut mettre aussi des chiffres. On peut mettre ici int compteur de client par exemple. Voilà. Donc camel case. Et je vais mettre de client 0. Voilà. Ok, donc je peux utiliser des lettres, des chiffres, $ et underscore. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire en plus? Et ah oui, on n'a pas le droit évidemment d'utiliser des mots-clés réservés. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas déclarer une variable qui s'appellerait int ou qui s'appellerait short ou qui s'appellerait for ou qui s'appellerait public ou qui s'appellerait statique, etc.
Alors, pour ce qui est de l'initialisation des variables, nous allons différencier les variables de classe, telles que compteur qui est déclaré ici, et les variables locales. Pour les variables de classe, on n'a pas besoin de les initialiser, c'est fait par défaut, à moins qu'on veuille les initialiser à une valeur particulière. Mais par défaut, un int est initialisé à 0, un booléen à false, un long à 0L, une référence est initialisée à nul. Okay. Pour ce qui est des variables locales, donc je vais en définir une ici, par exemple, je fais int mon compteur, voilà, point virgule, et je vais faire ici retourne mon compteur. Alors là, il nous met un avertissement, il me dit que mon compteur n'est jamais utilisé. Voilà. Alors je retourne mon compteur. Voilà. Et là, il me met une erreur. Il me dit la variable mon compteur n'a jamais été initialisée. Donc je mets ici égale 0. Alors c'est complètement idiot puisque là je récupère pas le compteur, mais je suis obligé de l'initialiser à ce que je veux. Ok. Voilà. Donc je reviens en arrière, CTRL Z. Alors nous allons voir maintenant le scope des variables. Alors pour les variables de classe ou les variables d'instance, elles peuvent être utilisées dans toutes les méthodes de la classe. Elles peuvent être utilisées dans tous les blocs qui sont déclarés, les blocs d'instance qui sont déclarés après leur déclaration. Ça, nous l'avons vu tout à l'heure. Ça veut dire que, en gros, ici, si compteur, je le déclare ici, eh bien, peu importe, je peux quand même le retourner dans cette méthode qui est écrite après la déclaration, avant la déclaration de compteur ici. Pourquoi? Parce que nous avons vu que quand on initialise une classe, quand on fait un new, on commence d'abord par instancier les variables, instancier les blocs d'initialisation, et après seulement on appelle le constructeur et on peut accéder à notre classe. Donc ici, quand on fait getCounter, compteur est déjà connu. Alors, pour ce qui est des variables locales, je vais vous faire un exemple. Par exemple, je vais faire int essai. Je vais faire ici un short compte. Voilà. Int test égale 2, point virgule, retourne test. Ça n'a absolument aucun sens, mais peu importe. Combien j'ai de variables locales dans cette méthode? Eh bien, j'en ai deux. J'ai test ici, qui est bien une variable locale, elle n'est connue que là. Et j'ai le compte, le paramètre qui est passé. Ici, on a une autre variable, une seconde variable locale. Elle n'est connue aussi que de ce bloc-là. Alors, on peut aussi les déclarer dans des blocs. Dans ce cas-là, je fais un bloc comme ça. Si je fais int ma variable égale 2, voilà. Ici, ma variable ne va être connue que dans ce bloc. Toujours, c'est le bloc qui délimite. Si j'ai un autre bloc à l'intérieur du bloc, hop, hop, voilà, elle n'est connue cette fois-ci que dans ce bloc interne. Ça veut dire que si je fais ma variable 2 égale 3, point virgule, et bien là, il me dit, mais je ne connais pas, moi, je ne connais pas ma variable 2. Ici, si je prends ça, je le mets ici. CTRL V, là, il me dit que c'est pas bon non plus. Pourquoi? Ah, pardon. Voilà pourquoi. Voilà. Donc là, ici, bon, je vais prendre le nom carrément, ce sera plus simple. Voilà. Voilà. Ma variable 2 égale 3. Par contre, si ici, je la prends ici et je la mets ici,
Là, ça marche plus parce que la n n'est pas définie. Ok. Voilà donc pour le scope des variables.